Ceci est un livre audio autogénéré par Google. François Martin, Jean-Dominique Pénel. Le passage de la croisière noire au Niger. Novembre-décembre 1924. Des mêmes auteurs. François Martin. Le Niger du président Diori, 1960 à 1974, l'Harmattan 1991, 422 p. Avec Léona Béatrice Martin Starevich, Ladislas Starevich 1882 à 1965, le cinéma rend visible les rêves de l'imagination, l'Harmattan 2003, 484 p, collection champs visuels. François Martin Dire, animé Starevich l'Harmattan 2018, 222 p, collection champs visuels. Rédacteur du site, www.starevich.fr. Jean-Dominique Pénel. Homo Caudatus, Histoire des hommes à queue d'Afrique centrale, SELAF, 1982, 235 p. Bibliographie de la littérature nigérienne avec Chaibou Danina, Niamey, INCCFN 1988, 69 p. Rencontre, avec la participation d'Amadou Maïlélé, Niamey, édition du Ténéré, vol 1 256 pages, 1990, vol 2 215 pages, 1992, vol 3 254 pages, 1993. Deuxième réédition des 3 volumes, l'Harmattan 2010. Anthologie de la poésie centrafricaine, l'Harmattan, 1990, 208 p. Boganda, écrits et discours, l'Harmattan 1995, 410 p. Djibouti 70, Djibouti, IND CCFAR, 1998, 189 p. Deuxième édition augmentée 2020, l'Harmattan. Djibouti, invitation au voyage, avec AM. Brégère, Djibouti, couleur locale, 1999, 122 p. Saïd Ali Koubèche, La passion d'entreprendre avec Colette Dubois, Kartala 2006, 415 p. Deuxième édition 2007. Boubou Hama, homme de culture nigérien avec Diouldé Leya et Benamayoua, l'Harmattan 2006, 220 p. L'école à Djibouti 1884 à 1922. Vol 1 présentation synthétique 352 p. Vol 2 texte 261 p. L'Harmattan 2017. À l'Harmattan, édition de Mamani Abdoulaye. Œuvre poétique, 1993, Idriss Alaouma 2014, Un puits sans fond 2014, À l'ombre du manguier en pleurs 2014, Les divagations d'un nègre hippie 2017. Léopold Kaziende Samafou 2016. À l'Harmattan, réédition de Ibrahim Issa, Grandes eaux noires 2010. Copyright l'Harmattan, 2022, 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.editions-harmattan.fr. EANIPUB, 978 2 14 020 675 7. Pour Inoussa Husseini. Préface. Courant 2018, nous avons rencontré son Excellence Inoussa Husseini, ambassadeur, représentant du Niger à l'UNESCO, et nous avons discuté ensemble des divers documents, films, photos, objets, rapports, laissés par l'expédition Citroën, la croisière noire, en 1924 à 1925, lors de son périple qui l'a mené de Colombe-Béchar à Tananarive en passant par le Niger. Notre interrogation commune portait sur la perception que pourraient avoir les Nigériens aujourd'hui, si on leur présentait cette documentation qui date déjà d'un siècle et était destinée exclusivement à un public français et européen. Toute cette production donne-t-elle à voir, en dehors des intentions coloniales évidentes, des données signifiantes pour les populations nigériennes de la période contemporaine? Si oui, lesquelles? Ce projet, limité à la séquence nigérienne, emporta l'adhésion d'Inoussa Husseini qui décida de nous aider à sa réalisation et nous nous sommes mis à l'œuvre. Cette collaboration n'était d'ailleurs pas la première puisqu'en 2010, nous avions réalisé à sa demande une grande exposition La marche du Niger vers l'indépendance 1945 à 1960 en 35 tableaux. L'ambassadeur prit donc en charge financièrement la réalisation d'une exposition de 27 tableaux, présentant le passage de l'expédition au Niger, novembre-décembre 1924, accompagnée d'une brochure complémentaire de 60 pages,
ainsi que les diverses autorisations pour projeter le film muet 1926 et la version sonorisée 1933 de La Croisière Noire. L'objectif était bien sûr d'aller au Niger présenter l'exposition et les films, afin de permettre des débats avec un public nigérien le plus large possible, et de se rendre compte des réactions suscitées par ces documents. Un des responsables de la recherche au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, intéressé par cette problématique, envisageait même de nous accompagner pour venir assister à ces échanges avec les Nigériens. Malheureusement, un premier imprévu ne nous permit pas de nous rendre au Niger en 2019 comme prévu, alors que tout avait été réalisé pour la présentation au public nigérien, exposition des tableaux et projection des films. Puis, la pandémie du Covid-19 empêcha, comme on sait, les transports aériens de fonctionner et nécessita des précautions sanitaires qui rendaient impossibles les déplacements et les réunions publiques. D'autre part et surtout, le décès d'Inoussa Husseini, le 5 janvier 2021, marqua un arrêt brutal du projet dont il était à l'initiative. Cinéaste, disciple et ami de Jean Rouch, premier directeur général du CIDC, Consortium interafricain de distribution cinématographique, en 1979 et du CIPROFILM, Centre interafricain de production de films, directeur de la culture, député en 1993, ministre de la Communication et de la Culture en 1996, ambassadeur du Niger auprès de l'UNESCO depuis 2004, créateur du Forum du film documentaire en 2006, journaliste, acteur à l'occasion, Inoussa Husseini avait un attachement viscéral pour le domaine culturel dans toutes ses composantes. Manifester et valoriser la culture nigérienne était sa préoccupation constante, presque une obsession. C'est pourquoi, il nous a semblé qu'il fallait, pour honorer sa mémoire, mener à bien ce projet conçu avec lui, et la meilleure façon était de laisser une trace plus durable sous forme d'un livre qui reprenne et étende le livret d'accompagnement de l'exposition. Cet ouvrage lui est donc dédié. François Martin, Jean-Dominique Pénel. Remerciements. Nous adressons nos remerciements aux institutions suivantes, qui nous ont facilité aimablement l'accès à leur documentation. Musée du Quai Branly Jacques Chirac, Paris. Centre d'archives PSA Citroën de Terre-Blanche, Héry-Moncourt. Éric Deschamps, Fonds Maurice Penaud. Nous signalons que le musée des Cordeliers de Saint-Jean-d'Angely, à 450 km au sud-ouest de Paris, est le seul lieu qui présente une exposition permanente consacrée aux expéditions Citroën avec de nombreux documents, photos, voitures, objets, peintures de Yakovlev. Nota bene. Dans les citations et les légendes des photos, nous avons conservé l'orthographe originale des documents, ce qui explique la diversité des orthographes. Introduction. La grande originalité de la Croisière Noire qui relie l'Algérie à Madagascar en 1924 à 1925, outre la réussite d'un parcours automobile inédit, est la collecte d'informations très nombreuses sur les territoires traversés et les populations rencontrées, principalement des carnets de voyage, des photographies, des films et des rapports sur plusieurs sujets. Cette Croisière Noire a mobilisé un grand nombre de personnes en France et encore davantage en Afrique, mais les sources utilisées ici, les seules connues à ce jour, émanent des participants venus de la métropole. Même si les personnes qui conduisent la mission sont souvent dans une attitude colonialiste dans l'expression de ce qu'elles représentent, elles témoignent d'une grande attention à l'égard des populations et de leurs coutumes et de leurs comportements. Elles collectent des informations essentielles sur la vie locale, sur les populations, les paysages, la faune et la flore, fixant des témoignages multiformes qui aujourd'hui revêtent une très grande importance. C'est par ces témoignages que survit la Croisière Noire, ceux qui l'ont animée et ceux qui l'ont croisée. Et ce qui nous intéresse ici, est ce que montrent ces images d'un monde qui a existé. C'est un moment de l'histoire des sociétés nigériennes qui ressurgit à travers ses danses, ses parures, ses parades, ses constructions, ses gestes, comme ressurgissent des paysages aujourd'hui transformés. Les documents proposés ne concernent, évidemment, que ce sur quoi les membres de la Croisière Noire ont posé leur regard, essentiellement les villes, mais pas seulement. Près d'un siècle après, qu'en reste-t-il? Qu'est-ce qui a disparu? La grande particularité des photographies retraçant la Croisière Noire est d'être totalement déconnectées de tout contexte, notamment de ce lourd contexte colonial très présent dans les commentaires et certaines séquences du film La Croisière Noire.
Nous savons seulement qu'elles ont été prises à la fin de l'année 1924 pour ce qui concerne le Niger, et qu'elles présentent certains aspects de la réalité nigérienne du moment. Notre livre n'apporte pas de réponse aux questions que nous posons, mais attend les commentaires du public nigérien, le plus concerné par la présentation de la croisière noire et les évolutions qu'il suggère. C'est principalement aux habitants nigériens de Tillabéri, Niamey, Dosso, Dogondouchi, Madawa, Maradi, Madarunfa, Tessawa, Zinder, Gouré, Maïné-Soroa, Ngigmi, de toutes les villes et les régions traversées de répondre. Nos sources. Voici les documents utilisés pour réaliser ce travail de recherche. On peut ainsi juger de leur diversité, de leur validité mais aussi des limites qu'ils imposent à l'analyse, d'où toutes les questions soulevées. La réflexion montre également l'absence de certaines sources qui font défaut de manière regrettable. Usage et limites des sources UTILISEES. Les carnets de route. Plusieurs participants ont rédigé des carnets de route. De leur côté, Léon Poirier écrit avec soin ses notes cinématographiques et Alexandre Yakovlev ses carnets de croquis. Mais le seul carnet de route publié, dès le retour de la mission, est celui signé par les deux chefs qui l'ont dirigé, Georges-Marie Hart et Louis Audouin-Dubreuil, La croisière noire, Expédition Citroën Centrafrique, Plomb 1927, numéro 18. Cet ouvrage, largement illustré, est décliné en plusieurs éditions, notamment une pour la jeunesse qui témoigne de l'impact de cette mission dans l'opinion publique. C'est L. Audouin-Dubreuil qui a tenu le journal de voyage qui en constitue la matière principale, et certaines notes de L. Poirier ont été intégrées. Après la séparation de la mission en différents groupes, M. Hart a tenu son propre carnet de route. Il existe également deux ouvrages importants largement illustrés, rédigés par des auteurs qui ont eu accès à ces sources non publiées. Éric Deschamps, Croisière Citroën, Carnet de route africain, ETAI. 1999. Deschamps a eu accès aux journaux de Maurice Penaud et Charles Brûle, ainsi qu'à l'album de photographie de Maurice Penaud. Il cite parfois le journal de Bétambourg. Ariane Audouin-Dubreuil, La croisière noire sur les traces de l'expédition Citroën Centrafrique, Glénat La Société de géographie 2014. Audouin-Dubreuil a eu accès au journal rédigé par son père. Une première édition de ce livre a été publiée en 2004. Audouin-Dubreuil, La croisière noire sur les traces des explorateurs du XIXe siècle, Glénat, 2004, 208 pages, avec des illustrations parfois différentes. Mais on constate très vite, à la lecture de ces différents ouvrages, que certains éléments notés par L. Audouin-Dubreuil en cours de route dans son carnet et cités par sa fille, ne sont pas repris dans la version éditée du récit de la mission, comme cette rencontre avec des colonnes de captifs croisés en quittant Niamey, absente également du film et des photographies. Aussi semble-t-il impératif d'avoir accès aux sources originales et aux textes intégraux, pour retracer toutes les facettes de cette mission, pour croiser les différents regards et les points de vue des participants et ne pas se contenter de ce qui peut paraître comme un récit officiel. À plusieurs reprises, les différences perceptibles entre les divers témoignages relatant un même événement lors du passage de la croisière noire au Niger confortent ce besoin. Ces sources originales restent à localiser. En octobre 2010, par exemple, une vente aux enchères réalisée à l'hôtel Drouot à Paris intitulée Les missions Citroën, première traversée du Sahara, croisière noire, croisière jaune, a dispersé nombre d'éléments de la collection Louis Audouin-Dubreuil. Ainsi le lot 52 a proposé un tapuscrit de 690 pages in 4 du texte de la croisière noire publié par M. Ahard et L. Audouin-Dubreuil avec des corrections manuscrites du second qui ajoutent en première page, version numéro 3, corrigée, une des premières versions de la croisière noire, d'après mon carnet de route LAD, ou le lot 53 qui contient des éléments qui ont servi à la rédaction de ce livre, soit 4 carnets autographes, rédigés au jour le jour par L. Audouin-Dubreuil dans un style télégraphique durant l'expédition représentant 495 pages in 12 qui commence avec le départ de Paris pour s'achever avec le retour au point de départ et incluant le kilométrage des étapes et l'essentiel de leur déroulement. Ont été proposés à la même vente également des photographies, des films, des cartes, des documents officiels, des menus, de la correspondance, des objets. Plus récemment, en juin 2021 toujours à Paris,
c'est la collection Éric Deschamps qui a été mise aux enchères par la maison de vente Cornette de Saint-Cyr avec ses voitures, ses photographies, ses objets, ses documents écrits. La possibilité d'avoir accès à l'ensemble des sources, écrites et visuelles, concernant la croisière noire semble s'éloigner par la dispersion des collections qui ont existé. Les films. Les images, en noir et blanc, tournées par le réalisateur Léon Poirier et l'opérateur Georges Specht constituent un deuxième corpus. 27 000 mètres de pellicule permettant le montage de 50 films documentaires. La première projection d'un film de long métrage intitulé La Croisière Noire a lieu dès 1926. Il existe en fait plusieurs versions de ce film long métrage. La Croisière Noire, muet, images noir et blanc. La première projection a lieu le 2 mars 1926 au Théâtre de l'Opéra de Paris avec de nombreuses versions pour l'étranger, en anglais, allemand, italien, espagnol. La diffusion du film connaît un très grand succès en France et en Europe. La Croisière Noire, noir et blanc sonore, 1933. Léon Poirier a rapporté de la mission Citroën Centrafrique des notes portant sur les musiques et les chansons qui accompagnaient les diverses danses observées au cours du voyage. Ces notes ont servi à concevoir l'accompagnement sonore de la projection de 1926 et la bande-son enregistrée en 1933. Dans cette dernière version, Léon Poirier lui-même prête sa voix aux commentaires. Le Centre d'archives de Terre Blanche, Archives PSA Peugeot Citroën, propose ces deux versions, de durées différentes, respectivement 135 et 55 minutes, et qui, pour ce qui concerne la traversée du Niger, recèlent des différences notables. Dans les durées. Dans le déroulement des séquences. Par rapport à la version muette, la version sonore possède 7 séquences en moins, dont un fondu au noir, une séquence en plus, une séquence écourtée et 4 séquences dont l'ordre est inversé. Dans certains commentaires, certains ont été modifiés d'une version à l'autre. Ainsi, au moment du repas du sultan Barmou, il est écrit dans un intertitre de la version muette: selon le Coran, nul ne doit voir le sultan manger, aussi les musiciens de Barmou sont aveugles. Cette référence fausse au Coran ne figure plus dans le film sonore. Ces changements impliquent donc une certaine réflexion critique de la part des réalisateurs. Il existe également une version muette, d'une durée de 100 minutes consultable sur DVD à la Cinémathèque française. Nous avons procédé à une comparaison, plan par plan, de ces 3 versions pour ce qui concerne la traversée du Niger. D'autres titres de films sont annoncés dans le rapport de fin de mission qui appartiennent à ces 50 films documentaires. Pour le Niger, la danse du Koulikouta, les Touaregs au Limindon, la vie rurale des Noirs musulmans au village de Madarounfa. Lesquels de ces documentaires ont été effectivement montés et diffusés? Aucun n'est localisé, actuellement. Plus généralement, une question se pose sur l'ensemble du métrage annoncé. Si on pose comme hypothèse que les images sont projetées à 24 images par seconde, 1012,32 mètres de film durent 37 minutes. Les 27 000 mètres rapportés par la Croisière Noire, projetés à la même vitesse, représenteraient 16 heures et 39 minutes environ. Il reste donc beaucoup à voir. Si la vitesse de projection est plus lente, la durée s'accroît encore. On peut penser que certaines images tournées furent inutilisables, comme en témoigne ce télégramme adressé de Ngigmi par L. Poirier, au laboratoire. Recevons télégramme Citroën ainsi conçu, stop, deuxième envoi, film moins satisfaisant que premier, stop, tiers environ, très bon, reste passable mais cliché gris. Mais il en reste beaucoup à localiser, qui serait d'un intérêt patrimonial inestimable si elle ressemble au film réalisé par Paul Castelnau lors de la première traversée du Sahara par les automobiles Citroën, dénué de tout commentaire en relation avec la colonisation, et de tous les fastes des mondanités liées aux réceptions de la mission sur les populations et les régions traversées. Il pourrait correspondre, au moins en apparence, aux vœux d'Agide, prendre par surprise et sans qu'ils s'en doutent, les indigènes occupés à leurs travaux ou à leurs jeux. Et ce ne sont pas les seules découvertes à faire parce que Fernand Billy a de son côté tourné au moins à Madagascar. Le 3 septembre. 16h, arrêt de Billy pour le cinéma. Lumière tamisée par des nuages mobiles, la descente s'allonge dans un magnifique cirque montagneux aux flancs pelés et arrondis. Nous prenons plusieurs films et photos de Rémillier en descente. À ce moment, l'axe de renvoi de mouvement du démultiplicateur saute. Nous échappons de justesse à l'accident une fois de plus.
D'autres membres de la mission ont-ils tourné d'autres images encore? Quand A. Citroën a vu le premier montage de la croisière noire, il a protesté parce qu'on voyait trop GM. Art et pas assez la mission, c'est-à-dire les voitures. Et L. Poirier, face aux pressions, ressent un certain embarras pour décider du montage final. Où sont les chutes, les scènes non retenues? Les photographies. Il pèse aussi des incertitudes sur le nombre de photographies réalisées. Il y en aurait 6000 selon le livre de G. M. Hart et L. Audouin-Dubreuil, 8000 selon le rapport remis par G. M. Hart au président de la République. De plus, on sait que chaque voiture est bien sûr équipée d'appareils photo personnels dont au moins un Verascope Richard qui permet de prendre des prises de vue en relief sur plaque de verre. Des albums de photographies sont constitués portant une légende manuscrite pour chacune ainsi que la date de la prise de vue. Le plus accessible est l'album du fonds Hart conservé au musée du Quai Branly, Jacques Chirac qui contient 555 photos retraçant la traversée du Niger et moins de 4000 pour l'ensemble de l'expédition. Nous avons également consulté l'album de Maurice Penaud conservé par Éric Deschamps, les photographies exposées au musée des Cordeliers à Saint-Jean-d'Angély, celles proposées par Fabien Sabatès, ainsi que celles reproduites dans le livre de Maurice Abadi qui traite du Niger à l'époque de la croisière noire. La numérotation des photographies dans l'album de G. M. Hart est parfois curieuse et n'offre pas de continuité rigoureuse. Ainsi, le premier album de G. M. Hart consacré à la croisière noire, http://collection.quaibranly.fr/série PA000119, commence par une présentation très intéressante, en photo, des membres de l'expédition dont Baba Touré, PA000119-15. En fait, il y a un numéro 15 en haut à droite, ce qui suit la numérotation, mais il y a aussi un numéro 7 en bas à gauche. Les photos, les trois premières, celles de Hart, Audouin-Dubreuil et Bettembourg ne sont pas numérotées. La numérotation ne commence qu'avec la photo de Brûle, qui est la quatrième dans l'album mais qui porte pourtant le numéro 2. Bourgeon et Bergognier, 14 bis Bergognier, sont inclus, et la photo de Rémillier porte le numéro 14 terre. La photo de Baba, PA000119-15, qui porte le numéro 15 est donc en fait la 19e photo de ce début d'album. Plusieurs de ces 19 photos portent aussi un numéro en bas à gauche, mais pas toutes, et l'ordre des numéros en bas à gauche, désordonné, ne correspond pas à l'ordre de numéros en haut à droite. On retrouve des photos comparables, redoublées, de Hart, Audouin-Dubreuil, Bettembourg et Brûle à la fin de l'album. Le Niger occupe le deuxième album et une partie du troisième. Les séries PA000115, 331 à 660 et PA000001, 661 à 897. Mais on constate quelques petites imperfections. Comme pour le premier album, on note une certaine discontinuité. On a dans le volume 2, d'abord la section PA000115 589 à 660 puis la section PA000115 331 à 588. L'ordre aurait dû être l'inverse. On saute parfois des numéros. Il n'y a pas de PA000001 771, ni de PA000001 773, ni de PA000001 785 et 786, ni de PA000001 806, ni de PA000001 849, ni de PA000001 884. Introduction de numéro bis, PA000001 803 bis, PA000001 873 bis. Une même photo se trouve à deux endroits différents avec un intitulé différent. PA000115-406, un arrêt à Faruel, et PA000115-410, un arrêt à Agourou. Pour les légendes, on remarque que dans les photos PA000115-444 à 449, les mêmes cavaliers sont désignés comme Aoussa puis comme Djerma, ce qu'ils sont réellement. Cette question de la numérotation ne concerne en fait que l'album G. M. Hart. Ni les photos de M. Penaud, ni celles d'A. Audouin-Dubreuil, ni celles de F. Sabatès ne sont numérotées. L'album photographique du fonds M. Penaud présente beaucoup de similitudes avec celui du fonds Hart.
Même présentation, même légende manuscrite, mais chez Monsieur Penaud, comme d'ailleurs chez Audouin Dubreuil, on note, outre l'absence de numérotation manuscrite sur chaque photo, le fait que certaines photographies, dont le centre est flou dans l'album Art, sont totalement nettes dans l'album Penaud. Exemple infra la photographie numéro 16, dans Speul du Charot à Zinder. Dépassant largement l'aspect technique, une autre question posée par plusieurs photographies est celle de la rémunération des personnes filmées. Ce sujet reste totalement absent du livre et des films. Exemple infra la photographie numéro 4, distribution de noix de cola aux indigènes Ngigmi. Peut-être est-elle décrite dans les carnets de route eux-mêmes ? D'autres sujets ne sont abordés que par l'un ou l'autre des médias. Seuls les deux films évoquent la présence de l'eunuque de Tessawa, absent des textes et des photographies. Bien plus importante la question du travail forcé, indispensable à la réussite de la mission pour organiser les ravitaillements notamment, et suggérée dans les photos, comme celle du portage l'est dans les films, mais elle n'est explicite que dans les carnets de L. Audouin Dubreuil tout en restant absente du livre final. Plusieurs autres questions importantes sont soulevées par les sujets des photos, qui n'apparaissent pas dans les films ni dans le livre de G. Monsieur Art et L. Audouin Dubreuil. Il y a un autre aspect, plus général, très intéressant, qui ressort du livre Croisières héroïques Citroën 1924 à 1931 Afrique-Asie dans lequel F. Sabates propose, de la croisière noire, des photographies souvent différentes de celles présentes dans les albums de G. Monsieur Art et Monsieur Penaud. Elles peuvent proposer le même sujet mais avec un cadrage différent, par exemple la demeure du sultan Barmou, page 59, ou bien des sujets totalement inédits, par exemple la corvée d'eau, page 55, la révision des voitures à Niamey, page 56, G. Monsieur Art assis sur un fût d'essence, page 67, des incidents techniques et mécaniques, page 66 à 67. Ces exemples ne concernent que le Niger, mais l'ensemble de ces photos dessine une image peut-être plus décontractée, plus proche de la réalité vécue que le corpus Art Penaud qui, mis en avant par la publicité au retour de la mission, devint le corpus photographique officiel. Les légendes de ces photos du livre de F. Sabates sont souvent peu précises quant au lieu, la date et la description des prises de vue et les seules sources mentionnées par l'auteur sont « Archives personnelles de MM. Comté, Gerger, Prudhomme, Spechtfils. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.